Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Au Liban, la crise économique continue de peser lourdement sur les institutions et la justice n'y échappe pas. Depuis 2019, grèves et perturbations se succèdent, révélant un système judiciaire fragilisé par la chute de la monnaie et le manque de moyens. Pour mieux comprendre la situation, nous avons rencontré Maître Riman Assaf. Elle nous éclaire sur l'état de santé du système judiciaire libanais. Depuis 2019, et bien sûr la crise économique et financière qui a touché le Liban, cela a abouti à différentes grèves du secteur judiciaire. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une grève actuellement. Et c'était des grèves concernant les juges, les greffiers, les huissiers, le personnel administratif des tribunaux. Dernièrement, là en fin janvier, début février 2026, le personnel de la justice ont mené un mouvement de grève pour revendiquer une revalorisation de leurs salaires qui ont perdu leur valeur avec la dépréciation de la monnaie et pour revendiquer aussi de meilleures conditions de travail. Vous savez bien sûr, et tout le monde le sait, les problèmes d'infrastructure et les manques de ressources dans les tribunaux et dans tous les palais de justice. Cela a abouti bien sûr à une paralysie judiciaire. Dernièrement surtout, c'était une paralysie avec la suspension de toutes les activités judiciaires. Il y a eu les perturbations du déroulement des audiences et puis aussi les délais ont été suspendus. Et cela à l'exception de certaines affaires qui impliquaient les détenus et d'autres affaires qui étaient liées à des délais de procédure qui ne pouvaient pas laisser tomber. Là, les réformes qu'il faut faire, c'est déjà assurer la continuité du service public de justice. Et il faut aussi garantir les avocats, les juges, les employés pour préserver l'autorité de la justice. Et aussi, pour cela, il faut faire insister sur l'indépendance du système judiciaire pour protéger l'état de droit. Puisque si le système judiciaire n'est pas indépendant, que ce soit matériellement ou moralement, donc l'indépendance des juges et l'indépendance du service public de justice, c'est un passage obligatoire pour parvenir à assurer la continuité du système et protéger l'état de droit. Et l'indépendance, elle est une indépendance morale de la part de l'intervention des politiciens et une indépendance matérielle de façon à assurer à ce personnel qui comprend les gens de justice, les magistrats, les greffiers, les huissiers, à maintenir un niveau de vie qui leur permet d'assurer leurs fonctions sans avoir besoin d'être corrompus ou de recevoir des cadeaux des justiciables ou même des personnes au pouvoir qui voudraient un jour peut-être renvoyer un dossier, renvoyer une affaire. Les forces américaines vont se retirer totalement de Syrie d'ici un mois, mettant fin à plus d'une décennie de présence militaire dans le pays. Un retrait qui intervient alors que le pouvoir de Damas étant sans contrôle et que l'équilibre sécuritaire reste fragile. Ali Ekle. En Syrie toujours, l'accord conclu entre les autorités de Damas et les forces kurdes pourrait marquer la fin de l'autonomie de facto construite pendant la guerre civile. Entre intégration forcée, retrait du soutien américain et pression régionale, les Kurdes redoutent de perdre leurs acquis politiques et militaires, fruits de plus d'une décennie de conflit. Dans le nord de la Syrie, l'inquiétude gagne les rangs kurdes. Après des années à administrer une vaste région quasi autonome, les forces kurdes doivent désormais intégrer leurs institutions et leurs troupes au sein de l'État syrien
en vertu d'un accord conclu fin janvier avec Damas. Pour les combattantes des unités de protection de la femme, l'incertitude est totale. Leur porte-parole rappelle les sacrifices consentis dans la lutte contre le groupe État islamique, mené avec le soutien des États-Unis, mais estime aujourd'hui que les Kurdes ont été abandonnés par leurs alliés américains. L'accord prévoit notamment la remise des champs pétroliers, des postes frontières et l'intégration des forces kurdes dans l'armée syrienne. Mais les deux camps divergent sur son interprétation. Damas parle d'absorption, tandis que les Kurdes espéraient conserver une forme d'autonomie politique et culturelle. Pour de nombreux analystes, ce compromis pourrait signer la fin du projet kurde d'un système fédéral ou décentralisé en Syrie, né pendant la guerre civile. La décision de Washington de ne pas intervenir face à l'offensive de Damas a été déterminante, tout comme la défection de tribus arabes autrefois alliées aux forces kurdes. Malgré la reconnaissance officielle de la langue kurde par le nouveau pouvoir syrien, beaucoup craignent un recul des droits acquis. Dans les écoles et les administrations locales, la peur de perdre l'enseignement en kurde et les structures autonomes est bien réelle. Minorité historiquement marginalisée, les Kurdes redoutent désormais un retour à une centralisation du pouvoir qui effacerait les avancées politiques obtenues au prix de plus d'une décennie de guerre. Une tempête de neige historique frappe le nord-est des États-Unis, touchant plus de 40 millions de personnes et paralysant New York. Face à des chutes de neige records et des vents violents, les autorités préviennent que le pire reste à venir dans les prochaines heures. Un épais manteau blanc recouvre le nord-est des États-Unis. Une tempête hivernale d'une ampleur exceptionnelle frappe la région du Maryland au Maine, avec plus de 40 millions de personnes affectées. À New York, la situation est particulièrement critique. Plus de 38 cm de neige recouvrent certaines zones comme Long Island, tandis que Manhattan et Brooklyn sont ensevelis sous plusieurs dizaines de centimètres. Les autorités ont interdit la circulation des véhicules non essentiels sur routes et ponts et appelé les habitants à rester chez eux. Selon le maire de la ville, New York n'avait pas connu une tempête de cette intensité depuis plus d'une décennie. Les gratte-ciels de Wall Street sont à peine visibles sous les fortes chutes de neige. La tempête a provoqué d'importantes perturbations. Plus de 280 000 foyers sont privés d'électricité et les transports en commun sont suspendus dans plusieurs États. Plus de 8 800 vols ont été annulés depuis dimanche et des milliers d'autres pourraient l'être dans les prochaines heures. 7 États ont décrété l'état d'urgence alors que les nouvelles prévisions annoncent jusqu'à 60 cm de neige supplémentaires accompagnées de rafales pouvant atteindre 80 km/h. Le service météorologique met également en garde contre des risques d'inondations côtières dans certaines zones. La gouverneure de New York prévient que le pire est à venir, appelant la population à rester à l'abri. Entre paralysie des transports, coupure d'électricité et conditions extrêmes, cette tempête pourrait devenir l'un des épisodes hivernaux les plus marquants de ces dernières années aux États-Unis. Le Mexique est secoué par une vague de violence après la mort du chef d'un puissant cartel lors d'une opération militaire menée avec le soutien des États-Unis. Barrages, incendies et villes paralysées illustrent la réaction violente des groupes criminels, tandis que plusieurs pays mettent en garde leurs ressortissants. La mort de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, a déclenché une vague de violence à travers le pays. Tué lors d'une opération militaire dans l'état de Jalisco, cet homme de 59 ans était considéré comme l'un des narcotrafiquants les plus puissants au monde et faisait l'objet d'une récompense de 15 millions de dollars. Washington a confirmé avoir fourni un soutien en renseignement à l'opération. En réaction, des membres présumés du cartel ont multiplié les actions violentes dans une vingtaine d'États, incendiant véhicules et bloquant routes et autoroutes. À Guadalajara, la population s'est retrouvée paralysée. Sans surprise, Kim Jong-un a été réélu à la tête du Parti des travailleurs lors d'un congrès exceptionnel en Corée du Nord. Une reconduction qui consolide encore son pouvoir dans un contexte marqué par les ambitions nucléaires du régime et une situation économique toujours fragile.
En Corée du Nord, la continuité du pouvoir ne fait aucun doute. Kim Jong-un a été réélu secrétaire général du Parti des travailleurs lors d'un congrès exceptionnel, selon l'agence officielle KCNA, qui évoque une décision prise conformément à la volonté unanime des délégués. Selon l'agence, Kim Jong-un a dirigé avec énergie les efforts visant à transformer l'armée nord-coréenne en une force d'élite et puissante. Des photos publiées par les médias officiels montrent notamment des rangées de véhicules équipés d'imposants lance-missiles exposés à Pyongyang. La reconduction de Kim Jong-un intervient dans un contexte international tendu. Depuis le précédent congrès en 2021, la Corée du Nord a poursuivi le développement de son arsenal nucléaire et multiplié les essais de missiles balistiques intercontinentaux en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré les sanctions internationales, Pyongyang continue de présenter son programme militaire comme un palier de sa sécurité et de sa souveraineté. Sur le plan intérieur, le pays reste confronté à de graves difficultés économiques, avec une économie affaiblie et des pénuries alimentaires chroniques qui pèsent sur la population. Sur la scène internationale, le président chinois Xi Jinping a adressé ses félicitations aux dirigeants nord-coréens, promettant de travailler avec lui pour écrire un nouveau chapitre de l'amitié Chine-Corée du Nord, signe de soutien de l'allié historique de Pyongyang. Depuis des décennies, la Corée du Nord donne la priorité au développement de ses capacités militaires. Son programme nucléaire, marqué par 6 essais atomiques entre 2006 et 2017 et par la mise au point de missiles balistiques intercontinentaux, est présenté par le régime comme une garantie face aux États-Unis et à leurs alliés. Cette réélection à l'unanimité confirme ainsi l'emprise totale du dirigeant sur le système politique nord-coréen à un moment où la communauté internationale continue de surveiller de près l'évolution de ses ambitions militaires. Clap de fin pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Après 2 semaines de compétition, la cérémonie de clôture dans les arènes de Vérone a marqué la fin d'une édition placée sous le signe du renouveau avant la passation officielle du drapeau olympique aux Alpes françaises qui accueilleront les Jeux en 2030. Plonger les spectateurs dans un spectacle mettant à l'honneur la culture italienne. Tandis qu'une Marseillaise revisitée a retenti dans les arènes, accompagnée d'une séquence. Ces Jeux auront également été marqués par les performances de grandes figures comme la skieuse acrobatique Eileen Gu, entrée un peu plus tôt dans l'histoire avec une nouvelle médaille d'or. Avec l'extinction des vasques olympiques, Milan-Cortina tourne la page et passe le relais aux Alpes françaises qui ont désormais 4 ans pour préparer le prochain rendez-vous olympique. Et enfin au Sénégal, un programme original mise sur le surf pour remettre des jeunes filles sur le chemin de l'école. À Ngor, près de Dakar, des adolescentes issues de familles modestes retrouvent confiance en elles et reprennent leurs études grâce à une académie qui allie sport et éducation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.